Salut, bienvenue pour cette nouvelle lecture. J'ai presque envie de dire enfin, parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné de lecture, qu'on est au mois de septembre, si je me trompe pas, au moment où sort cette vidéo, et que je vais vous parler des lectures du mois de juillet, parce que je suis à la bourre. Oui, on a encore au moins 3 nouvelles lectures sur les lectures de juillet, parce qu'en plus j'ai beaucoup lu au mois de juillet. J'ai pas vérifié, mais je sais que j'ai lu énormément de livres en juillet. En plus j'ai lu des graphiques que je lis jamais, mais donc du coup ça se lit plus vite et ça fait plus de livres assez rapidement. Bon, le mois d'août a compensé, hein. C'est-à-dire que si on fait la moyenne de juillet et d'août, autant juillet est très au-dessus, autant août est en dessous, donc en moyenne on arrive à un truc à peu près correct. Mais en attendant, j'ai beaucoup de lectures de retard et beaucoup de lectures du mois de juillet dont je dois encore vous parler. C'est pas très grave que je les ai lues en juillet, surtout que je prends des notes, donc ça devrait aller pour ce que j'ai à en dire et pour ce que j'en ai pensé. Pour les noms des personnages, je garantis rien, mais bon, bref, on va commencer. Le premier du jour, c'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Alors oui, je vous ai pas précisé, peut-être que vous n'avez pas vu les anciennes de lecture et les autres vidéos dans lesquelles j'en ai parlé, mais au mois de juin et au mois de juillet, j'ai lu que de la jeunesse et du young adulte. Voilà, zéro livre adulte, zéro thriller, zéro contemporain, que dalle. Donc là, c'est en gros, ça c'est le plus adulte que j'ai lu. Enfin, que j'ai essayé de lire, parce que ça n'a pas non plus été un grand succès. On va y suivre une mère et sa fille. En gros, la mère pète un câble. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. La mère pète un câble, elle récupère sa fille au lycée. Sa fille avait des projets, une soirée et tout, mais elle en a rien à carrer, la mère. Elle chope sa fille et elle l'emmène sans rien lui dire. Elle prend un long trajet jusqu'à une espèce de chalet perdu dans une forêt. Et la mère arrête pas de dire et de répéter qu'elle doit lui raconter quelque chose, qu'elle doit lui expliquer quelque chose, qu'il faut qu'elle discute, qu'il faut qu'elle en parle, qu'il faut qu'elle sache, qu'il faut... Donc ça c'est le point de départ. Et j'ai pas du tout aimé ce livre en fait. Je sais pas où je me suis arrêtée parce que j'ai retiré le marque-page. J'ai dû bien lire une bonne 50aine de pages, ce qui pour moi est beaucoup parce que ça m'a franchement au bout de 20 pages ça m'avait déjà gonflé. En fait, ce livre comporte tout ce que je n'aime pas, et la raison pour laquelle j'ai voulu lire ce livre, pour moi, n'est pas présente dans le livre, donc au bout d'un moment c'était un peu compliqué. En fait, on a une alternance de temps entre le moment où la mère et la fille sont dans le chalet et la jeunesse de la mère. C'est quelque chose que je n'aime pas dans le livre, c'est comme ça, je ne supporte pas cette alternance de temps, ça me fatigue. On a un personnage qui passe son temps à dire et à répéter « il faut que je te parle, il faut que je te dise mon secret, il faut que je te dise un truc, oh là là, vite, il faut que je t'explique », mais à part dire qu'il faut qu'elle le fasse, bah il se passe rien et elle ne le fait pas. En plus la mère, mais franchement j'avais envie de la tarter, elle se comporte comme une gamine. Je vous jure, l'ado elle a 16 ans, je crois 15-16 ans, un truc comme ça. Elle est plus adulte que sa mère se comporte comme une gosse de 12 ans. J'avais envie de la tarter, mais genre vraiment. Et alors en plus de ça, la raison pour laquelle j'ai voulu lire ce livre, c'est parce que tout le monde en parle. Tout le monde en a parlé, tout le monde dit que c'est génial, tout le monde adore Anne-Laure Bondou. L'écriture d'Anne-Laure Bondou, vraiment c'est magnifique, c'est poétique, c'est là, tout ça. Alors c'est pas mal écrit, pas du tout, mais c'est pas non plus, comment dire, moi je n'aurais pas parlé d'une écriture géniale par exemple, tu vois, voilà, pas... L'écriture ne m'a pas particulièrement touchée. Alors peut-être parce que je m'attendais à une écriture justement très travaillée, très belle et voilà, mise en avant dans le livre en fait. Mais alors pas du tout en fait, moi je trouve pas que c'est particulièrement bien écrit, je trouve pas qu'il y a une plume particulière, je trouve pas que c'est particulièrement génialement bien écrit, tu vois, c'est pas mal écrit, hein, vraiment c'est pas mal écrit, ça se lit bien et c'est bien écrit, c'est pas un souci, mais c'est pas génialissime au niveau de l'écriture en fait, moi je n'aurais pas relevé l'écriture comme étant particulièrement cool, tu vois, et peut-être que vu que c'est ce que j'avais entendu sur le livre, j'y ai porté beaucoup plus d'attention que je ne porte d'habitude d'attention à l'écriture, parce que c'est vrai que l'écriture dans un livre, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose sur lequel je vais être attentive en fait. Je vais beaucoup plus m'attacher au personnage, à l'histoire et à ce que l'auteur ou l'autrice essaye de mettre en place et essaye d'expliquer, de démontrer, de mettre en avant, que l'écriture en elle-même. Il faut vraiment que l'écriture soit particulière pour que je la note, ou qu'à un moment donné ou à un autre, je me dise que je trouve pas l'histoire dingue, mais pourtant je continue. C'est ce qui m'arrive avec Cédric Cyr, et pas Cyr Cédric, parce qu'il a changé maintenant. Quand je lis un Cédric Cyr, je vais au bout, j'ai toujours au bout dans Cédric Cyr, alors qu'il y a des fois, il y a des moments où je m'ennuie un peu, où c'est un peu long, où c'est un truc, mais j'aime tellement comment c'est écrit qu'en fait c'est pour ça que je vais au bout. C'est comme ça que j'identifie que j'aime une écriture. Mais du coup, si on a une écriture que j'aime avec des personnages que j'aime, je ne l'identifie pas forcément. Bref, en général, je ne m'attarde pas sur l'écriture. Là, j'ai voulu m'y attarder, enfin, je m'y suis attardée presque inconsciemment parce que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu lire ce livre. Et j'y arrive pas, ça ne passe pas. Alors, je ne dis pas que je ne lirai pas d'autres Anne-Laure Bondou. Je dis juste que là, une mère, un personnage que je trouve absolument insupportable, plus une alternance de temps, plus un secret, pour moi c'est trop. Il y a trop d'éléments dans ce livre que je n'aime pas.
c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas que je vous déconseille ce livre, c'est juste qu'il n'est pas fait pour moi. Ensuite, j'ai lu Le Glas, donc le tome 3 de La Faucheuse de Neil Chesterman. Et globalement, c'est une bonne saga, j'aime bien cette saga. J'ai pas fait de zoom complet sur la saga parce que j'ai lu le tome 1 quand il est sorti. Et donc du coup, il s'est écoulé beaucoup de temps entre ma lecture du tome 1 et ma lecture du tome 2. Et beaucoup de temps entre ma lecture du tome 2 et ma lecture du tome 3. Et du coup, en fait, j'étais obligée de parler du tome 1 dans une vidéo dédiée parce que je l'ai lu le tome 1 dans le cadre du PLIB 2018, je crois, quelque chose comme ça, parce que depuis j'y ai pu participer. Donc du coup voilà, je voulais pas refaire une vidéo sur la saga, c'est pas du tout parce que j'ai pas aimé la saga. J'ai bien aimé la saga, mais j'en ai pas fait une vidéo. Bref, peut-être que vous vous en foutez, sûrement d'ailleurs. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, il est énorme ce livre, il est très lourd. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va y rencontrer au début du tome 1 une jeune fille et un jeune homme. Alors oui, les prénoms, je ne les ai plus. Je crois que lui s'appelle Ronan ou un truc comme ça. Mais elle, je ne sais plus. Et puis alors comme l'univers fait qu'ils changent de nom au cours du livre, c'est un peu compliqué de se rappeler du nom qu'ils ont au début. Mais bref, on va rencontrer un jeune fille et une jeune homme. Je suis fatiguée. Un jeune homme et une jeune fille qui vont devenir apprentis faucheurs. On est dans un monde où, donc c'est une dystopie, et on est dans un monde où les hommes ne meurent plus, les femmes ne meurent plus d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu chopes une maladie, on te soigne, si tu tombes dans un immeuble, on te soigne, si tu es dans le feu, on te soigne, voilà, tu survis. Il y a des médecins hyper puissants et des trucs hyper puissants qui font que tu survis quoi qu'il arrive. Sauf que du coup, ils se sont vite rendus compte que si on laisse tout le monde vivre éternellement, la Terre, à un moment donné, déjà que actuellement on est dans la merde, voilà. Donc si tu laisses tout le monde vivre éternellement, à un moment donné, la Terre, elle va craquer et elle va dire ça suffit, j'en ai marre, ça a pu être vivable en fait. Donc ils ont mis en place un système de faucheurs. Et le taf de faucheur, aussi horrible soit-il, c'est de tuer des gens. Voilà. C'est-à-dire que le faucheur, il doit tuer tant de personnes par an. Donc il y a plein de faucheurs et chaque faucheur doit tuer tant de personnes par an, en moyenne. Et quand un faucheur te tue, on pourrait te ramener, mais comme c'est le faucheur qui t'a tué, eh bien tu meurs définitivement. Et donc on va suivre deux jeunes gens qui vont devenir apprentis faucheurs avec un maître faucheur. C'est exactement le même principe que dans l'épouvanteur, c'est d'ailleurs pour ça que je mélange les noms entre le maître ici et l'épouvanteur de l'épouvanteur, parce que c'est exactement le même principe, sauf qu'ici ils sont deux apprentis, alors que dans l'épouvanteur il y en a qu'un. Bref, donc voilà, on va suivre tout ça. Et en gros, la saga est construite comme une réflexion globale sur l'éthique, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. La concentration des gens, sur quoi on doit porter attention, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, quel pouvoir ont les faucheurs, qu'est-ce qu'on doit leur laisser faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, à quel point ils doivent être conscients du pouvoir qu'ils ont, parce que en fait le plus gros risque qu'il y a dans ce monde, hein, c'est qu'on est un espèce de faucheur serial killer. Parce que là, il a le pouvoir, il a le droit de tuer, il a même le devoir de tuer puisque c'est son taf. Et en plus de ça, il se trouve qu'il y prend plaisir. Enfin, c'est toute la réflexion de cette saga. Globalement, j'ai bien aimé. Ce tome 3 est un peu long, il n'y a pas énormément d'action. Et c'est une bonne conclusion à la saga. Globalement, j'aime bien la réflexion de la saga, j'aime bien tout ce qui est mis en place, tout ce qui est là pour se faire réfléchir à la société telle qu'on la connaît, telle qu'elle existe, à toutes ces questions d'éthique, vraiment, toute cette remise en question et toutes ces questions-là sont vraiment intéressantes. Mais en fait, je pense que globalement, et je crois que je l'avais dit quand j'ai parlé du tome 2, je ne suis pas vraiment attachée au personnage. Ce qui fait qu'il me manque un truc en fait, c'est évident, je ne suis pas attachée au personnage, donc du coup voilà. Je termine la saga parce que j'adore l'univers et je suis beaucoup plus attachée à l'univers et à toutes ces questions qui sont mises en place qu'aux personnages en eux-mêmes. Du coup je trouve ça dommage parce que je suis probablement passée à côté de pas mal de trucs vu que les personnages ne m'ont pas particulièrement touchée, alors même qu'il leur reste des trucs un peu pas cool, hein, mais bon voilà. Globalement, c'est une bonne saga, c'est une très bonne dystopie. Pour moi, le rôle d'une dystopie, c'est de questionner la société, de questionner les gens, de questionner même parfois des choses qu'on fait depuis des années et qui sont mises en place depuis des années. Peut-être les remettre en question, parce que peut-être que c'est pas parce qu'on le fait depuis des années que ça doit pas être mis en question. Pour moi, c'est ça le rôle des dystopies. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont destinées à la jeunesse, enfin aux young adultes en général. Et du coup, là, c'est pour ça que je continue d'en lire. Et sur ce point-là, c'est une très bonne dystopie. Malheureusement pour moi, j'étais pas particulièrement attachée au personnage, donc du coup, je ne regarderai pas un souvenir en péristable. Et par exemple, pour citer une autre dystopie qu'une certaine personne que je connais est en train de lire et que du coup, ça me donne envie de la relire, mais j'ai absolument pas le temps de la relire, je vous conseillerais plutôt Elia de Marie Lareille que La Faucheuse de Neil Chesterman. Mais c'est un avis extrêmement personnel.
Bref, j'ai écouté LSD de Jamila Wood et Chance de Butler. Ensuite, j'ai enfin lu le tome 1 de Percy Jackson, donc Le voleur de foudre, écrit par Rick Riordan. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de me lancer dans cette saga, mais bon, bref. Donc j'avais vu le film adapté de cette saga avant de lire le livre. Je crois qu'ils ont fait le deuxième et peut-être même le troisième. De mémoire, j'ai vu le 1 sur peut-être le 2, mais je suis pas très sûre en termes de film. Et j'avais vraiment envie de lire cette saga, mais je n'avais jamais pris la peine de l'acheter. Comme une espèce de débile que je suis. Et puis un jour, j'ai acheté et puis je l'ai lu quasiment direct. Voilà. Bref. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va y rencontrer donc Percy Jackson, qui est un jeune garçon orphelin de père qui vit avec sa mère, qui a sa mère est encore vivante, hein, c'est sa mère qui l'a élevé et tout, mais il est en pensionnat quasiment tous les ans et il change d'école quasiment tous les ans parce qu'il a un comportement qui ne correspond pas à l'école. Il est hyperactif, il a aussi du mal à se concentrer, il est dyslexique je crois, enfin bref il a plusieurs petits soucis qui cumulés font que les écoles en gros le dégagent, elles veulent pas d'elle et sa mère n'a pas les moyens de lui... En fait, elle n'a pas les moyens de lui trouver une école qui pourra l'aider, en fait, qui est faite pour lui. Donc du coup il galère, il est dans la merde et comme il est à l'âge où on commence à se poser des questions sur soi, il se dit que peut-être il n'est pas normal et que peut-être c'est de sa faute. Et au début de ce livre, il va découvrir enfin pourquoi il est si différent et qu'est-ce qui le rend si différent. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Alors il est question de mythologie, on va y parler de Zeus, on va y parler de Poséidon, on va y parler de plein d'autres dieux, d'Athéna et tout. J'adore cette mythologie-là. Pour moi, il n'y avait pas de surprise sur la révélation de qui est Percy en vrai, puisque comme je l'ai dit, j'avais vu le film avant, donc je savais, mais du coup, j'ai trouvé très cool de voir et de relever chaque indice mis en place par l'auteur. Du coup, je ne sais pas s'il est facile ou pas de deviner l'histoire, la réponse à ce qui se passe pour Percy, parce que du coup, je le savais avant, mais je trouve ça très cool de voir tous ces petits indices et tous ces petits trucs. Bref, je trouve ça très cool, j'ai adoré ce livre, vraiment, c'était trop cool. Les personnages sont top, Percy est juste génial. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce livre. Je vais lire la suite très vite, ça c'est sûr, puisque j'ai déjà acheté les tomes 2 et 3. Pourquoi les acheter un par un, tu diras, non, deux par deux c'est mieux. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je crois que c'est une saga en 5 tomes, donc c'est pas trop long, ça va. Et après, il y a d'autres sagas que l'auteur a écrites dans le même univers. Je crois qu'il y a les dieux et l'Olympe. Peut-être qu'il y en a une autre, je sais plus. Voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir enfin lu cette saga. J'ai trouvé exactement ce que je m'y attendais, ce que j'attendais, c'est mieux. J'ai passé un super moment et voilà. C'était pas la saga du siècle, mais franchement, moi j'ai adoré. J'ai écouté quoi? J'ai écouté Nothing Like You de Dan plus Shay. C'est ça, parce que j'arrive pas à me relire, j'écris mal des fois. Ensuite, j'ai lu Dany, champion du monde de Roald Dahl. Celui-là, je l'avais rajouté parce qu'en fait, même si j'ai pas tourné de palle pour juin et juillet, il n'y a pas de palle qui est sortie sur la chaîne, moi j'avais préparé physiquement une palle de livres, enfin une pile de livres à lire et, sur les mois de juin et sur les mois de juillet. Et il m'en manquait un en fait. Donc du coup, j'ai rajouté celui-là. Voilà, ça vous intéresse probablement pas. On est sur un Roald Dahl illustré comme toujours par Quentin Blake. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je l'ai déjà dit, j'adore les illustrations en noir et blanc et j'adore le style de Quentin Blake. Je trouve que ça va parfait. En fait, je suis habituée à voir les illustrations de Quentin Blake avec les récits de Roald Dahl et du coup, je trouve que ça va hyper bien ensemble. Voilà, c'est tout illustré comme ça tout le long du livre. Il y en a vraiment pas mal et c'est vraiment très cool. Bref, j'ai bien aimé ce livre-là. Pour moi, c'est pas le meilleur de Roald Dahl. C'est l'un de ses moins connus aussi. C'est peut-être lié. En fait, on a rencontré Dany, donc... vrai, qui vit avec son père. En fait, son père tient une pompe à essence et du coup, il vit dans une roulotte qui est posée juste à côté de la pompe à essence. Et du coup, voilà, ils vivent là tous les deux depuis des années, ça se passe très bien, ils sont très contents et très cool. Et un jour, Dany va se réveiller en plein milieu de la nuit et va voir que son père est pas là. Voilà, il est très bien en plein milieu de la nuit, son père est pas là, il trouve ça bizarre. Donc le lendemain, il lui en parle, il lui dit bah t'étais où, machin et tout. Et là, son père va lui expliquer ce qu'il fait la nuit, quelque chose d'illégal, très clairement. Et Dany va vouloir aider son père à faire ce truc illégal et ils vont partir là-dedans. Pour moi, le but du roman et le point central du roman, c'est la relation père-fils. Et je trouve ça vraiment très cool parce que c'est très rare en littérature, même encore aujourd'hui, mais plus encore à l'époque où Roald Dahl a écrit son livre, qu'on ait un père et son fils tout seul. Ça arrive rarement, c'est la société qui veut ça, c'est malheureusement une inégalité
homme-femme qui est à l'avantage des femmes pour une fois. Il y en a tellement peu qu'on va peut-être souligner que c'est une inégalité homme-femme à l'avantage des femmes. C'est-à-dire que quand il y a une séparation entre un homme et une femme, dans la plupart des cas, on accorde la garde à la mère. Mais cette inégalité homme-femme à l'avantage des femmes découle d'une inégalité homme-femme au désavantage des femmes. Bon, je vais quand même le souligner. En fait, si on accorde la garde des enfants aux femmes plus souvent qu'aux hommes, c'est parce que la société veut que les femmes s'occupent plus des enfants. Donc forcément, on va leur accorder la garde. Enfin, c'est logique, tu vois. Bref, donc c'est très rare qu'on ait un roman avec un père et son fils ou sa fille tout seul. En général, il y a une mère ou en général, on a la mère célibataire et pas le père. Ici, il est veuf. Hein. Comme ça solutionne le problème des gardes. Et voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé leur relation et les voir évoluer, voir Dany grandir. Et j'aime aussi ce côté. Roald Dahl fait ça dans tous ses romans. C'est-à-dire qu'il part d'un truc illégal, il part d'un truc que le père n'a pas le droit de faire, qu'il va apprendre à son fils alors qu'il n'a absolument pas le droit de le faire. Et il va montrer que parfois enfreindre la loi pour de bonnes raisons, c'est peut-être une bonne idée. Et en fait, ce que j'aime avec Roald Dahl, c'est qu'il pose ça dans son livre comme ça, et il laisse les enfants tirer leurs propres conclusions, alors que dans pas mal de livres jeunesse, surtout écrits à cette époque-là, que j'ai pu lire, on impose aux enfants. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois penser ci, tu dois pas faire comme ça, machin, un truc, tout. Lui, non, il expose la situation et il laisse les enfants constater que c'est illégal, mais que c'est finalement pas si grave qu'il fasse ça. J'adore ça parce qu'il prend pas les enfants pour des cons, Roald Dahl, c'est vraiment génial. C'est pour ça que j'aime Roald Dahl et ses livres et que je les recommande à tous les enfants parce que c'est vraiment très cool d'avoir un auteur qui écrit pour la jeunesse et qui est conscient de l'intelligence des enfants en fait. Il les prend pas pour des cons. En fait, il écrit pour instruire les enfants, mais il laisse les enfants autonomes dans leurs réflexions et leurs conclusions, chose extrêmement rare en jeunesse, comme j'ai pu le dire. Bref, c'est pas le meilleur de Roald Dahl, mais franchement c'était très cool et j'ai passé un très bon moment. Et j'avoue que l'édition n'est pas dégueulasse non plus, je l'ai acheté à France Loisirs pour ceux qui se poseraient la question. Bref, j'ai bien aimé ce livre. De manière générale, comme tous les Roald Dahl, je vous le recommande. Petit ou grand, c'est franchement sympathique. Et moi j'aime Roald Dahl. Voilà. Et enfin pour cette vidéo, j'ai lu Cat et Bones, chasseuse de... C'est un tome hors série, c'est censé 3 nouvelles dans l'univers de Chasseuse de la nuit. Alors oui, je sais, on n'est pas du tout sur de la jeunesse. J'ai oublié que j'avais celui-ci. En fait, je l'avais commencé, je crois que je l'ai commencé au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais plus. Et puis il a traîné. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que je le finisse. Donc je l'ai fini au mois de juillet, je crois, un truc comme ça. Je crois que j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'en avais parlé. Parce que j'ai compris en lisant ce livre ce qui coinçait dans la saga pour moi, avec le personnage de Cat en fait. Donc ici on a 3 nouvelles. Donc en fait elles sont éditées à l'inverse. C'est-à-dire que la première qui est dans le livre c'est la 6,5, la deuxième c'est la 4,5 et la troisième c'est la 0,5. Donc voilà, ils les ont mis dans le mauvais ordre selon moi, mais bon, moi je les ai lus dans l'ordre. Donc 0,5, 4,5, 6,5, je trouve ça mieux. Et en fait quand j'ai lu la 0,5, j'ai trouvé ça hyper cool, hyper bien, j'ai adoré. Dans la 0,5 on est avec le personnage principal masculin de la saga, et on est à la Nouvelle-Orléans quand Cat n'est même pas dans sa vie. Voilà, on est dans sa vie à lui bien avant Cat, parce que c'est un vampire, je le rappelle, donc il est très vieux, donc voilà, on est à la Nouvelle-Orléans, j'adore cette ville. Je crois que c'est l'une des villes que j'aime le plus voir en livre, je n'y ai jamais été, mais j'ai vraiment envie d'y aller un jour. Bref, donc on est avec lui, il nous raconte un épisode de sa vie qu'il a forgé lui, qui a fait de lui de l'homme qu'il est dans la saga qu'on voit après, et j'ai adoré cette nouvelle. Vraiment, j'ai adoré. Et puis ensuite, j'ai commencé la nouvelle suivante, où Cat est de retour. Et là, j'ai compris ce qui m'agaçait dans la série, dans la saga, et ce qui faisait que ça passait pas vraiment, en fait. C'est Cat, c'est le comportement de Cat. Et maintenant que j'ai identifié ça, ma lecture des tomes se passe beaucoup mieux. Vraiment, se passe beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai mis un tome dans ma page du mois d'août, mais comme j'ai pas beaucoup lu au mois d'août, j'ai absolument pas eu le temps de le lire. Mais je vais le lire d'ici la fin de l'année, hein, pas un souci, mais voilà, du coup, j'ai toujours pas lu. Bref. Voilà, donc je suis très contente d'avoir lu ce recueil de nouvelles. Après, il n'est pas forcément nécessaire pour moi, il a été extrêmement nécessaire et extrêmement... il a répondu à beaucoup de questions que je me posais, donc c'est très cool de le lire. Maintenant, c'est pas extrêmement nécessaire de le lire quand on lit la saga, je ne trouve pas. C'est sympa, franchement, ça fait des nouvelles qui se lisent rapidement, ça fait des éléments en plus sur l'univers et sur les personnages et sur leurs relations. Ça apporte quelque chose, ça apporte pas rien, ça apporte quelque chose, c'est quand même intéressant. Maintenant, c'est pas totalement indispensable pour moi de le lire
Mais pour moi ça l'a été, puisque du coup ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'univers et sur le personnage de Kat. Et voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Ça reste une saga Beat très cool que je vous conseille. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va rencontrer donc Kat au début du tome 1 de la saga qui chasse les vampires. En gros, elle tue les vampires, c'est le but de sa life. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un vampire qui va lui expliquer que peut-être il y a certains vampires qui sont pas foncièrement méchants et qui pourraient l'aider, et que peut-être elle n'est pas obligée de tuer tous les vampires. Elle n'est pas obligée de faire un génocide, en gros, c'est un peu voilà. Du coup, j'aime bien cette saga. Il y avait un truc qui coinçait, j'ai enfin compris ce qui coinçait. Depuis, ça va beaucoup mieux avec Kat et avec les hommes de cette saga, donc je suis très contente. Bref, j'écoute quoi? Ah oui, j'écoute We All Want the Same Thing de Brixton en lisant cette saga. Bien, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire et que la Audrey du montage n'est pas en train de s'arracher les cheveux parce que j'ai oublié de dire des trucs, ça m'arrive des fois et je m'en veux énormément, mais bon, bref, j'ai fait au mieux, j'espère que ce top d'écriture vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.